Alors, j'aime beaucoup ces vidéos de l'astrophysicien Aurélien Barraud là, qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux, tout particulièrement l'interview qu'il a donnée à la chaîne YouTube Thinkerview. Ses propos sur le bouleversement de notre environnement, sur le réchauffement climatique, sur les conséquences de nos actes quotidiens, sur l'avenir de l'humanité sont d'utilité publique. Je ne partage pas par contre sa vision sombre de l'humanité, en particulier lorsqu'il dit que l'humanité a toujours détruit son écosystème, que l'homme n'a jamais vécu en harmonie avec son environnement, et que pour changer, l'être humain doit être soumis par un pouvoir politique lui imposant des lois l'obligeant à agir différemment. À mon sens, l'exemple de ce qu'il faudrait faire a déjà existé. Nous avons déjà eu au moins un exemple de civilisation respectant et vivant en parfaite harmonie avec son environnement, en parfaite harmonie avec la nature et tous les êtres vivants. Et cette civilisation, eh bien, c'est la civilisation amérindienne. Alors pas celle peinte dans les westerns hollywoodiens où le natif américain nous est présenté comme un barbare sanguinaire tuant femmes et enfants, mais plutôt celle vierge de l'influence de l'homme blanc, celle antérieure à l'arrivée en masse des colons, celle vivant bien avant que l'homme blanc européen n'apporte alcool et armes à feu. Cette civilisation vivait alors en harmonie avec son environnement. Elle avait un rapport respectueux aux vivants, voyant dans tous les êtres vivants, qu'ils soient humains, animaux, végétaux ou minéraux, la marque du Créateur, la marque du grand esprit. Ils vivaient l'expérience de l'unité avec le grand tout, ayant pleinement conscience de leur interconnexion et interdépendance avec toute forme de vie. La terre était pour eux leur mère, ils l'appelaient d'ailleurs terre-mère, et ils l'aimaient, en prenaient soin, la chérissaient, en étaient respectueux et dépendants comme un enfant pourrait l'être avec sa mère. Ils avaient un profond respect de la vie, allant jusqu'à faire le deuil de l'ennemi tué au combat. Ils témoignaient de leur profonde gratitude envers la vie qu'ils venaient de prendre pour se nourrir ou se vêtir, avaient conscience qu'alors leur énergie serait à jamais mêlée à celle de l'animal. Donc non, l'humanité n'a pas toujours vécu en détruisant son environnement. Certaines civilisations nous ont montré la voie à suivre. Sommes-nous à ce point déconnectés de notre vraie nature qu'un despote politique écologique soit notre seul statut? Sommes-nous à ce point irresponsables que nous devons attendre les ordres de nos maîtres pour prendre notre destinée en main? Je ne le pense pas. Tout nous pousse actuellement à ouvrir les yeux. Toutes ces catastrophes, toutes ces guerres, ces scandales politiques et sanitaires nous secouent pour que nous nous rappelions qu'une autre réalité est possible. Tout nous pousse à nous rappeler, à nous souvenir de ces exemples ancestraux d'harmonie, de conscience et de respect. Le septième feu de la prophétie algonquine est allumé. Et que dit cette prophétie? Quand viendra la période du septième feu, de nouvelles personnes apparaîtront. Elles retraceront leurs pas pour redécouvrir les traces laissées sur la route. Leurs pas les conduiront vers les aînés, à qui elles demanderont de les guider dans leur voyage. La tâche ne sera pas facile, mais si les nouvelles personnes restent fortes dans leur quête, le tambour fera de nouveau entendre sa voix. Il y aura une renaissance de la nation et les vieilles flammes seront attisées. Le feu sacré brûlera de nouveau. C'est en ce temps-là qu'on donnera le choix à la race à la peau blanche entre deux chemins. Si elle choisit le bon, alors le septième feu allumera le huitième et dernier feu, un feu éternel de paix et d'amour, de fraternité, de sororité. Si la race à la peau blanche fait le mauvais choix de route, alors la destruction qu'elle a apportée avec elle en venant dans ce pays se retournera contre elle et causera beaucoup de souffrance et de mort parmi tous les habitants. Donc nous sommes actuellement à la croisée des chemins dont parle cette prophétie. Nos actes quotidiens, mais aussi nos paroles, nos pensées, nous font faire un pas de plus dans l'une ou l'autre de ces directions. Mais je ressens que de plus en plus de personnes font marche arrière pour emprunter le bon chemin. De plus en plus de personnes prennent conscience de leur dimension spirituelle, de leur unité à tout ce qui vit. De plus en plus de personnes rejettent le système actuel, nous amenant à notre perte. De plus en plus de personnes se responsabilisent et prennent conscience de leur véritable pouvoir. Les croyances changent jour après jour et de plus en plus vite. Les modes de consommation changent. La manière de se nourrir change, de se soigner change. Nous nous rapprochons de la nature.
nous nous rapprochons de notre vraie nature. Et plus nous nous en rapprochons, plus l'humanité s'éveille. Alors certains me diront que c'est dérisoire et que cet éveil ne va pas assez vite, qu'il y a encore trop peu de personnes sur l'ensemble de l'humanité qui pensent de cette façon. Pour que l'humanité change, il n'y a pas besoin que la majorité change comme nous pourrions le penser. Pour qu'il y ait un véritable changement de paradigme dans notre conscience collective, il faut qu'une certaine proportion de l'humanité change, qu'une certaine proportion de l'humanité adopte ces nouveaux modes de pensée. C'est ce que la théorie du centième singe nous explique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette théorie, voilà ce qu'elle explique. Une espèce de singe japonais, le macaque japonais, a été observé à l'état sauvage sur une période de 30 ans. En 1952, sur l'île de Koshima, des scientifiques nourrissaient les singes avec des patates douces crues, en les jetant sur le sable. Les singes aimaient particulièrement le goût des patates, mais pas le sable qui les recouvrait. Une femelle, âgée de 18 mois, appelée Imo, pensait qu'elle pouvait solutionner le problème en lavant les patates dans un ruisseau tout près. Cette innovation fut progressivement adoptée par différents singes de la communauté. À l'automne 1958, 99 singes sur l'île de Koshima avaient appris à laver leurs patates douces. Un peu plus tard ce matin-là, un centième singe apprit à laver les patates. Alors quelque chose d'étonnant se produisit. Ce soir-là, presque tous les singes de la tribu se mirent à laver leurs patates douces avant de les manger. Un peu comme si l'énergie additionnelle de ce centième singe avait créé une sorte de prise de conscience collective. Mais la chose la plus surprenante observée par ces scientifiques fut que l'habitude de laver les patates douces se transmit de façon inexpliquée et simultanée à des colonies de singes habitant d'autres îles, ainsi qu'à des colonies vivant sur le continent, qui elles aussi commencèrent à laver leurs patates douces. Cette histoire est remarquable car elle souligne deux points importants. Tout d'abord, pour qu'un tel changement soit possible, il n'y a pas eu besoin de la domination exercée par une minorité utilisant la force et la coercition, mais au contraire, c'est l'accession d'un groupe à un niveau de conscience plus élevé qui provoqua le changement. Ensuite, ce phénomène du centième singe signifie que lorsqu'un nombre suffisant de personnes apprend une nouvelle façon de faire, de penser, de voir le monde, celle-ci peut devenir partie intégrante de la conscience de toute la communauté. En effet, à un moment donné, si seulement une personne de plus se met à adopter cette nouvelle prise de conscience, son champ d'action s'étend de telle sorte que cette prise de conscience est adoptée par presque tout le monde. Il est naturel de penser que pour changer le monde, il faille que plus de la moitié de la population adopte un nouveau mode de pensée ou d'agir. Mais, et le centième singe est là pour nous le rappeler, les choses ne fonctionnent pas tout à fait ainsi. En vérité, il n'est pas nécessaire que la moitié des gens soient prêts. Ce qui est important, c'est que la nécessité d'un changement fasse l'objet d'une prise de conscience d'un nombre suffisant de personnes. Et aujourd'hui, certaines personnes cherchent avec sincérité des solutions valables aux problèmes humains, sociaux, économiques et politiques de notre planète. Et en plus, ils passent à l'acte. Ils changent leur mode de vie, ils communiquent, ils transmettent autour d'eux ces nouveaux paradigmes. Ces personnes incarnent une conscience entre guillemets supérieure de ce qu'est la vie. À mesure qu'un nombre de plus en plus grand d'entre nous intégrera cette conscience, nous nous rapprocherons de la masse critique. Et lorsque cette masse critique sera atteinte, les choses changeront de façon soudaine et irréversible. Et l'humanité, dans son ensemble, basculera dans un nouveau paradigme. Donc notre avenir est entre nos mains à tous, plus que nous le pensons. Il revient à chacun de penser, de parler et d'agir au quotidien à l'image du monde qu'il souhaite léguer à ses enfants.